Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Alors, au soir du 11e jour de la guerre en Iran, surprise, Donald Trump a estimé que le conflit serait, je cite, bientôt fini. Pourtant, les autorités iraniennes refusent toute capitulation. Alors, info ou intox, la victoire américaine est-elle déjà écrasante ou Trump cherche-t-il une porte de sortie? Pour répondre à ces questions, je reçois Hervé Carès, ancien colonel de l'armée de terre, breveté de l'école de guerre et spécialiste de gestion de crise. Hervé Carès, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence ici. Alors, nous avons grand besoin, à vrai dire, au vu de la situation, de votre expertise tactique, stratégique, parce que nous avons du mal à suivre le plan américain. Bien sûr, on dit souvent qu'à la guerre, la première victime, c'est le plan, mais là, quand même, c'est un peu difficile. Donald Trump voulait une victoire rapide, et donc hier, sur CBS, il déclarait que la guerre contre l'Iran était, je cite, très complète. À peu près. Le président américain a décrit les forces iraniennes comme décimées. Pas de marine, dit-il, pas de communication, pas d'armée de terre, avec des missiles dispersés. Dès qu'il a déclaré cela, bien sûr, le prix du baril a baissé de 91 à 86 $. Et puis on sait qu'il y a eu un appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, selon Ouchakov, le conseiller diplomatique du Kremlin. Alors Hervé Carès, je vous pose la question, que se passe-t-il selon vous ? Tout d'abord, les objectifs stratégiques ne sont jamais annoncés. Ça reste toujours secret. Et une opération militaire de cette envergure n'est pas décidée à partir d'un coin de table. Et il faut bien comprendre que les états-majors, notamment les états-majors de niveau central, ont l'habitude de planifier des opérations bien en amont, ce qu'on appelle des planifications froides, qui peuvent être activées au moment d'une décision politique qui pourrait s'avérer prégnante ou urgente. Donc ces plans d'intervention qui sont mis en jeu par les Américains sont des plans qui ont été certainement pensés depuis les années 80 et qui ont été mis à jour de manière cyclique. Ce qui est nouveau, c'est la coordination vraiment et l'intégration avec l'armée israélienne, notamment en termes de coordination des opérations, et donc très probablement in fine une planification commune des frappes aériennes. Ce que l'on peut constater après 11 jours de guerre, c'est que l'on arrive à la durée ultime qui avait scellé la fin du précédent affrontement entre Israël et puis l'Iran en juin précédent, en juin 2025. C'était 12 jours, et on avait pu constater à ce moment-là que Israël était quand même d'une certaine manière en difficulté et que l'intervention américaine avait permis une sorte de paix des braves avec une forme de match nul, mais les Américains étaient intervenus un peu comme le shérif. Donc ils étaient intervenus, mais ils n'étaient pas dans le conflit. La différence, c'est que là, ils sont intervenus directement et imbriqués et coordonnés avec les forces israéliennes. Alors, comme je l'ai dit, les objectifs stratégiques de long terme pour les États-Unis peuvent être liés à des intérêts géopolitiques. La réorganisation du Moyen-Orient en éliminant ou en neutralisant de manière pérenne un adversaire géopolitique depuis les années 80, depuis 1979. Donc là, vous pensez à l'ayatollah Khamenei ou plus largement le régime? Je pense au régime. Depuis 1979 et puis les années 80, il y a quand même ces tensions qui sont récurrentes entre les États-Unis et puis ce régime, avec différentes montées en tension, ensuite parfois des coopérations, notamment à l'occasion de la guerre Irak-Iran, mais ou ensuite lors du projet qui consistait à aider les Contras en utilisant de l'armement qui était détourné sous Reagan, qui était détourné avec l'aide des Iraniens. Donc on est vraiment face à une situation qui est très très particulière et sur laquelle les Américains se sont positionnés de différentes manières. Lors de la guerre Iran-Irak, ils ont appuyé l'Irak. Cette guerre a duré 8 ans. Il y a eu 1 million de morts côté iranien. Donc c'est un pays qui a historiquement l'habitude de souffrir énormément et qui est capable de tenir dans la durée en fait des conflits
intense et cruelle pour la population. Donc, pour en revenir à la situation actuelle, l'intérêt des Américains, et c'était leur espérance, c'était que le conflit soit le plus court possible, que ce soit une espèce de blitzkrieg aérienne. Et je pense qu'en cela, ils ont été un petit peu mal orientés par les services secrets israéliens qui ont certainement vendu une situation des forces iraniennes qui n'est pas celle que l'on peut constater au bout de 11 jours de conflit. Les Américains ont besoin de sortir rapidement de ce conflit. La victoire rapide qu'ils espéraient, avec des objectifs affichés qui sont quand même très très ambitieux, notamment du côté israélien, c'est le changement de régime. Du côté américain, Donald Trump avait aussi évoqué explicitement la fin de la marine, la fin du programme nucléaire et balistique iranien. Oui, mais bien sûr, ce sont des objectifs qui restent quand même encore ancrés dans la tête des stratèges américains. Mais le changement de régime, je pense qu'il s'orientait plutôt vers, au départ, avant l'élimination du guide suprême, vers une opération de type Venezuela, avec un régime qui restait en place, mais avec une tête de régime qui était plus coopérative avec leurs intérêts et leurs attentes. Donc là, ils sont pressés par les événements, puisqu'il y a quand même des enjeux politiques très très importants aux États-Unis. La base MAGA du président Trump est clairement opposée très majoritairement à ce qui se passe. Donc il faut sortir du conflit. Et c'est là où on voit le jeu subtil des Russes, et des Chinois également, mais le jeu subtil des Russes qui probablement sont en train de se positionner comme médiateurs entre les États-Unis et le régime iranien. Et c'est en cela où le coup de fil récent du président Trump et ses dernières déclarations annonçant, parce que c'est quand même son déclaration quand même sur le plan de la communication qui sont risquées, annonçant une fin du conflit très très rapide, peuvent paraître étonnantes, mais il faut les mettre en corrélation avec ce coup de fil à Vladimir Poutine. Alors, du côté iranien, bien sûr, pour l'instant, on refuse toute négociation. Je vous propose d'écouter Kamal Karazi, qui est donc conseiller diplomatique de l'ayatollah Khamenei, Mojtaba, le nouvel ayatollah. Mais écoutons-le, parce qu'il a donné quelques exigences iraniennes. Les États-Unis ont considérablement affaibli les capacités militaires iraniennes au niveau des missiles et des drones. Combien de temps pouvez-vous tenir ? C'est l'un des récits mensongers propagés par le gouvernement américain. L'armée iranienne est très forte, comme vous le voyez, car elle a la motivation et les armes nécessaires. Nous ne sommes pas dépendants d'un autre pays. Je ne vois aucune possibilité de diplomatie pour le moment, car Donald Trump a trompé les autres et n'a pas tenu ses promesses. Nous l'avons constaté à 2 reprises lors de négociations. Nous étions engagés dans des négociations et ils nous ont frappés. Because Donald Trump had been deceiving others and not keeping with his promises. And we experienced it in 2 times of negotiations, that while we were engaged in negotiation, they struck us. There's no room unless... Il n'y a pas d'espoir de négociation tant que la pression économique ne sera pas suffisamment forte pour que d'autres pays interviennent afin de garantir la fin de cette agression des Américains et des Israéliens contre l'Iran. Termination of aggression of Americans and Israelis against Iran. Donc les Iraniens ont parfaitement conscientisé le fait que la pression américaine, la pression contre les pays du Golfe était nécessaire. Vous pensez que c'est la bonne stratégie de la part des Iraniens ? Alors, moi j'aime bien raisonner en centre de gravité, lorsqu'il y a un conflit, et notamment afin de réfléchir la situation au plan stratégique. Côté iranien, il y a un centre de gravité qui est très important pour les Iraniens, c'est leur capacité à poursuivre leur offensive balistique, donc c'est leur stock de munitions balistiques, et également leur stock de drones, dont on ne sait pas grand-chose dans les faits, puisqu'il y a très probablement des lanceurs mobiles, mais également des lanceurs qui sont enterrés. Il faut bien comprendre que l'Iran, c'est un pays montagneux et qu'ils ont, depuis 40 ans, ce régime a très probablement creusé énormément d'abris et de tunnels pour permettre d'abriter tout leur arsenal balistique. Ensuite,
le deuxième centre de gravité, qui est vraiment le plus important, à mon avis, dans ce conflit, parce que c'est un centre de gravité d'intérêt mondial, puisqu'il a des conséquences économiques et énergétiques au plan mondial, c'est le détroit d'Ormuz. Et en l'état, les Iraniens contrôlent le détroit d'Ormuz par différents moyens, des moyens asymétriques, hein, mais ils le contrôlent et ils s'offrent le luxe de sélectionner les bateaux qui peuvent passer, et notamment les pétroliers qui exportent le pétrole iranien à partir de l'île de Karg. Donc ce sont 2 centres de gravité qui sont très très importants et un centre de gravité d'intérêt mondial. Derrière, les Iraniens ont également d'autres centres de gravité qui sont liés à l'attitude de la population, puisque quoi qu'on en dise, c'est quand même un régime qui est rejeté par une majorité de la population. Donc, certains discuteront la majorité ou au vu de certaines manifestations. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et également, ils ont un centre de gravité qui est important pour eux, c'est leur capacité à tenir dans la durée, dans ce conflit, puisqu'on peut considérer que s'ils arrivent à tenir au moins 4 semaines, ça pourrait mettre en difficulté très clairement au plan politique les États-Unis. Et de l'autre côté, je vais parler avant tout des États-Unis plutôt que des Israéliens, puisque les objectifs stratégiques parfois se recoupent, mais pas forcément. Les Américains ont un centre de gravité qui est partagé avec les Iraniens, c'est le contrôle et la sécurisation du détroit d'Ormuz, et on voit que sur ce centre de gravité, les Iraniens, pour l'instant, ont l'avantage, et également le soutien de la population. Et ils ont également un centre de gravité qui est important, et c'est sur ce centre de gravité que les Iraniens frappent. C'est un petit peu le ventre mou de cette coalition dans cette guerre. Ce sont tous les pays du Golfe qui sont en fait en première ligne vis-à-vis des frappes iraniennes. Et les Iraniens frappent les installations américaines qui se trouvent dans les pays du Golfe. Et lorsqu'il y a des installations considérées comme non militaires par le régime iranien qui sont frappées par la coalition, par exemple des usines de désalinisation ou des dépôts pétroliers, eh bien, en termes de réplique, les Iraniens font la même chose sur les pays du Golfe. Donc je ne serais pas étonné que les pays du Golfe aussi pressent les Américains d'arrêter cette guerre. Oui, je noterai d'ailleurs au passage que les drones ou les missiles iraniens ont touché bien sûr des radars américains, des radars qui coûtent d'ailleurs quelquefois $1 milliard. Ils ont aussi visé des centres de données d'Amazon aux Émirats et au Bahreïn. Pour vous, quel est le bilan d'étape de ces frappes ? Elles ont été efficaces ? Elles ont... Ah, mais très clairement... je pense que les frappes iraniennes sur les installations militaires américaines dans les pays du Golfe, notamment les bases, posent un réel problème au plan logistique pour les Américains, puisque en fait ça insécurise leur capacité à utiliser les bases et notamment à ravitailler les avions qui décollent de ces bases et bien sûr à devoir protéger tous ces moyens. Donc pour vous, si l'on devait faire un rapport coût-bénéfice, fait-on un rapport coût-bénéfice entre plusieurs études de centre de gravité ? Vous sentez que l'Iran a l'avantage ? D'abord, sur la partie coût-bénéfice, il y a le coût numéraire de la guerre côté coalition et côté iranien. Il y a une disproportion de coût des munitions offensives utilisées par les Iraniens vis-à-vis des munitions défensives et offensives utilisées par la coalition. Donc on est sur un rapport quasiment de 1 à 6. 1 en faveur des Iraniens et 6 en faveur de la coalition. Donc c'est quand même énorme. Donc il y a un réel sujet de financement de cette guerre. En dépit des frappes très dures que subissent les Iraniens sur leurs institutions politiques, mais aussi sur évidemment leurs équipements militaires en Iran. Oui, alors, a priori, empiriquement, on voit bien quand même que l'Iran... est en difficulté. Oui, alors en fait, l'Iran, c'est un régime quand même qui est sous pression, qui est en difficulté. Donc, d'une certaine manière, il joue sans va-tout. C'est un régime dont le guide suprême a été éliminé par la coalition. C'est un régime dont le successeur, le nouveau guide suprême, c'est le fils de l'ancien guide suprême, et une partie de la famille de cet homme a également été éliminée lors de la frappe sur le bâtiment où habitait en fait le guide suprême. Donc les Américains, la coalition a créé une situation où de fait les capacités de négociation se sont quand même largement amoindries dans la mesure
où les gardiens de la Révolution, puisque les gardiens de la Révolution relèvent directement du guide suprême, sont en train de prendre une part majeure sur le plan politico-militaire au sein de l'Iran. Ça veut dire que dans tout courant, dans tout régime politique, même quelles que soient ses orientations dictatoriales, toujours un centre, une aile gauche et une aile droite. Là, on peut considérer que c'est l'aile droite et l'aile dure qui est en train de prendre le dessus au sein du système politique iranien. Donc, on s'éloigne d'une possible négociation avec des annonces de la part des Iraniens qui sont quand même assez claires, puisque dernièrement, ils ont quand même annoncé que c'était eux qui décideraient de la fin de la guerre. Alors, pour en revenir à ce que vous me disiez, c'est que pour l'instant, on peut considérer qu'au regard des objectifs de guerre et de l'espérance qu'avait la coalition d'une guerre assez courte, c'est plutôt les Iraniens qui actuellement ont pris l'avantage, quel que soit le niveau de destruction que subit le pays. Parce que si vous voulez, on est dans une situation où la population iranienne est devenue un petit peu l'otage de cette guerre, aussi bien l'otage du système politique iranien que de la coalition. Que des frappes, bien sûr. D'ailleurs, le gouvernement iranien a réagi aux propos de Donald Trump dans la soirée en disant que la réouverture du détroit d'Ormuz ne sera envisageable qu'à la fin des frappes totales de l'alliance israélo-américaine. Il y a une question lancinante qui a été posée à minima depuis 11 jours, mais aussi davantage. C'est celle évidemment d'une opération au sol. Donald Trump, rappelons-le, n'a pas écarté cette option au premier jour de la guerre, même s'il l'a jugée non nécessaire. Alors comme nous le voyons sur cette carte, l'Iran est grand comme 3 fois la France. Vous avez déjà dit que c'était un pays au relief très montagneux, difficile d'accès. Alors Alexandre le Grand l'a certes soumis il y a 24 siècles, mais rien n'était joué pour Donald Trump, bien sûr. Le média russe Rybar a publié une carte, la voici. Vous évoquiez donc le détroit d'Ormuz. Ce centre de gravité coïncide aussi avec le cœur économique de l'Iran, comme nous le voyons sur cette autre carte de Rybar, puisque les terminaux pétroliers se trouvent le long de la côte. Les troupes américaines, dit-on, ne pourraient donc pas occuper l'Iran. Il faudrait peut-être 200 000, selon Pitexet, voire 1 demi-million d'hommes. Mais Washington pourrait, en théorie en tout cas, priver Téhéran de tous ses revenus avec une opération au sol, au niveau du détroit d'Ormuz. Était-ce une option qui était à minima envisageable, possible ou totalement à écarter, selon vous ? Comme je vous l'ai dit, le détroit d'Ormuz, c'est vraiment le centre de gravité majeur de cette guerre. Au plan iranien, au plan de la coalition et surtout des Américains et au plan mondial. Donc il est évident que les Américains réfléchissent aux moyens, aux options de sécurisation de ce détroit. Seulement là, il y a de grandes difficultés, puisque s'engager dans le détroit, que ça soit au plan maritime, ça évidemment amène la flotte américaine à offrir des cibles aux moyens iraniens, et notamment à tous ces drones navals et sous-marins que les Iraniens utilisent. Il faut se rappeler quand même que dans le cadre de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens ont réussi à chasser la flotte de la mer Noire russe de Sébastopol et de la partie sud-ouest de la mer Noire. Ils ont été obligés de se réfugier au port de Novorossiysk. Grâce à des moyens comme des drones exactement. navals, et grâce justement grâce à des moyens qui sont asymétriques et qui sont en fait très très efficaces dans le cadre d'action contre des navires de surface. Donc il y a cet enjeu qui est énorme en termes de prise de risque de la part des Américains. Or, Donald Trump veut absolument éviter toute perte humaine pour les Américains. Le deuxième point, c'est que cet enjeu de sécurisation du détroit d'Ormuz pourrait amener les Américains également, au-delà d'une opération aéroterrestre, à mener des opérations de type commando pour neutraliser certains des moyens qui se trouvent sur les îles iraniennes qui verrouillent le détroit. Dans ce cadre-là, ils ont des effectifs à disposition. Il y a une MEU, c'est la 26e qui est intégrée aux forces aéronavales actuelles qui sont dans la zone. Une MEU, c'est environ 2200 hommes, donc c'est une unité de Marines. Ça fait 2200 hommes, ça fait 2 ou 3 bataillons de 500 hommes qui peuvent agir en premier échelon, mais le risque est énorme, en fait. Le risque est énorme.
Donc, je pense qu'on en revient au coup de fil de Vladimir Poutine. Je pense que la solution va être via une intermédiation russe, de manière à faire cesser le conflit peu à peu. Mais il reste une inconnue, dans quelle mesure l'intermédiation russe, qui peut être recevable par certains organes politiques du pouvoir iranien, sera acceptable pour les gardiens de la révolution. Alors, pensez-vous que si l'on devait faire un bilan en fait strictement militaire des capacités américaines, ils ont quand même mobilisé visiblement leurs bombardiers lourds, les B1, B2, les B-52, les espèces de forteresses volantes, etc. Sur la carte, sur le papier, la supériorité était écrasante. Mais si je devais à la fois résumer votre propos et celui que l'on entend dans certains médias alternatifs, la supériorité écrasante n'est pas la domination. Est-ce bien ça, la conclusion de ces 11-12 jours de conflit? Oui, en fait, d'une certaine manière, les Iraniens se battent sur leur terrain, c'est le cas de le dire, hein, puisque la plupart de leur arsenal balistique est enterré, et de manière assez profonde grâce à la topographie du territoire iranien. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'approche des frappes aériennes, ils ont commencé par frapper des objectifs militaires, des objectifs de commandement, que ce soit des objectifs de commandement aussi bien politiques que militaires. Actuellement, les systèmes de commandement centralisés iraniens ont été certainement neutralisés, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que de manière décentralisée, les différents pôles balistiques continuent à mener quand même une guerre de harcèlement contre les pays du Golfe et contre Israël. Donc cela veut dire que les Iraniens s'étaient préparés à cette option de décapitation de leur système de commandement et qu'ils ont la capacité, parce qu'ils ont planifié, qu'il y a eu des consignes qui ont été données, à continuer de manière décentralisée les frappes sur leurs adversaires, Israël et bien sûr les bases américaines que l'on trouve dans les pays du Golfe. Alors nous n'avons pas encore parlé de la France. Emmanuel Macron a déclaré envoyer dans la région le porte-avions Charles de Gaulle, bien sûr, mais aussi 8 frégates, ce n'est pas rien pour la France, pour des missions, dit-il, défensives, pour assurer le passage des navires dans le détroit d'Ormuz, je cite, après la phase chaude du conflit. Alors y a-t-il un risque, selon vous, Hervé Carrès, malgré ses précautions, oratoires ou non, je ne sais pas, de se voir entraîner, de voir la France entraîner dans un conflit qui n'est pas le sien, clairement? Bon, alors d'abord, la France a quand même des accords de défense avec au moins les Émirats arabes unis, avec 3 bases. Ce sont les accords qui sont les plus importants en termes d'accords de défense, avec 3 bases qui se trouvent sur le territoire des Émirats arabes unis. Ensuite, on a différents accords de défense qui sont plus ou moins, on va dire, contraignants avec 2 autres pays. On a une base en Jordanie. Donc, de facto, la France se trouve engagé dans ce conflit. Ensuite, c'est sur un plan stratégique, il est cohérent, on en revient à ce que je disais sur le détroit d'Ormuz, que cette préoccupation du détroit d'Ormuz soit prise en compte par la France, qui actuellement est la seule nation qui a une capacité aéromaritime construite, cohérente et capable de se projeter. D'ailleurs, on peut remarquer que la Grande-Bretagne est en très grande difficulté dans ce domaine-là. Maintenant, concernant les objectifs qui sont affichés par le président Macron, je trouve que c'est quand même assez confus et assez peu compréhensible. Soit, concernant le détroit d'Ormuz, soit on s'engage, et là, il y a des risques maximums qui sont pris par la France, mais il faudra dans ce cas-là qu'il y ait une coordination, une planification commune avec les Américains, et je ne pense pas que ça soit le cas en l'état. Ensuite, c'est assez adroit parce que cette force aéroterrestre et de la manière dont elle a été construite, notamment avec les 2 porte-hélicoptères, elle permet d'agir de manière assez souple sur des intérêts qui sont liés à la politique internationale de la France, notamment sur le Liban. Maintenant, concernant la déclaration sur la défense de Chypre, on peut considérer qu'elle est assez grotesque dans la mesure où depuis 1974, 40% de l'île sont occupés par la Turquie.
Et concernant le Liban que vous évoquez à l'instant aussi, la France est assez impuissante pour protéger son allié, ou en tout cas, oui, son allié historique. Les frappes israéliennes sont terribles. On parle de 500, 700 000 civils qui ont dû fuir leur foyer dans le sud du pays. Plus de 500 seraient déjà morts dans les bombardements, dans les frappes israéliennes, dont 30 dans un village, par exemple, celui de Nabichit, avec 12 enfants. Comment jugez-vous cette opération israélienne? Est-ce une annexion déguisée ou est-ce bien la possibilité de désarmer le Hezbollah? Alors depuis sa création, 1948, l'État d'Israël a 3 objectifs stratégiques: la sécurisation de ses citoyens et de son territoire, la continuité territoriale et la profondeur stratégique. La sécurisation de son territoire et de ses citoyens, c'est d'une certaine manière les opérations qui ont eu lieu à Gaza et les opérations cycliques que l'on voit contre le Hezbollah. Ce n'est pas la première fois que les troupes israéliennes rentrent en territoire libanais dans cette zone-là. La continuité territoriale, c'est l'annexion qui ne dit pas son nom de la Cisjordanie avec ce phénomène de colonisation qui se poursuit. Et la profondeur stratégique, c'est l'annexion de facto du Golan et de ses contreforts. Donc on est dans la poursuite de sécurisation du territoire israélien et des citoyens israéliens avec cette opération sur le Liban, sachant que tous les accords de cessez-le-feu demandaient aux forces du Hezbollah de se retirer au-delà du fleuve Litani, qu'il y a des forces de l'ONU qui sont présentes, notamment des soldats français, dans le cadre de la FINUL, et que jusqu'à présent, l'armée libanaise n'a jamais réussi à désarmer le Hezbollah. Et bien entendu, le Hezbollah, lorsque la guerre a été enclenchée par la coalition contre l'Iran, au bout de 2 jours, a commencé à frapper le territoire israélien, sa frontière nord et puis Tel Aviv. Alors, j'en viens à la question de la fin du conflit que nous avons évoquée dès l'introduction. Israël, Benjamin Netanyahou, paraît-il, aurait eu une influence sur Donald Trump. À supposer que Donald Trump veuille finir ça très vite, Israël laissera-t-il faire la paix? Hier encore, le haut commandement israélien considérait que la guerre allait durer, je cite, encore beaucoup de temps. Les intérêts divergent-ils à ce point? Oui, les intérêts américains, les objectifs américains et israéliens ne sont pas du tout les mêmes. Bon, le changement de régime, je pense que pour l'instant, on peut l'écarter. Alors, le seul moyen, la seule hypothèse qui pourrait amener à un changement de régime, c'est que les forces armées iraniennes se désolidarisent des gardiens de la Révolution et mènent un combat libérateur contre les gardiens de la Révolution et la force qu'ils représentent. Puisque ce sont les seules forces armées structurées qui sont composées de conscrits, qui seraient capables de renverser le régime actuel. Alors historiquement, ce ne serait pas la première fois que l'Iran serait la proie d'un coup d'État militaire. Depuis 1941, globalement, c'est ce qui se passe de manière cyclique. Et l'ancien Shah d'Iran, dont le fils ne manque pas de s'exprimer en ce moment, était également, était arrivé au pouvoir suite à un coup d'État militaire. Donc ça, c'est vraiment la seule option crédible qui pourrait conduire à un changement de régime. On ne voit pas comment la population qui est désarmée pourrait s'attaquer à une force structurée constituée par les gardiens de la Révolution, qui est à peu près 250 000 hommes, et qui a, en fait, c'est une vraie armée. Je vais faire une comparaison qui peut-être va surprendre, mais c'est un type de régime qui peut être comparable à l'Allemagne nazie. C'est que vous avez une armée, type la Wehrmacht, et à côté, vous avez une force paramilitaire et idéologisée, type comme la SS, et là vous avez tout à fait un parallèle qui est comparable avec les forces armées laïques et ensuite cette force armée idéologique qui est idéologisée et très motivée, fanatisée, qui est constituée par les gardiens de la Révolution. Et donc ce sont eux qui sont les défenseurs du régime et ce sont eux qui en fait majoritairement mènent les actions contre Israël et contre la coalition. Et vous pensez donc que pour ce qui est de l'entente entre Donald Trump et Netanyahou, vous pensez que ça peut céder à un moment ou à un autre ou ça ira jusqu'au bout de ses objectifs? Disons que les Israéliens, là, ils ont entraîné d'une certaine manière les Américains dans une opération
qui correspondent à leurs objectifs premiers, c'est-à-dire la sécurisation de l'État d'Israël, avec leur adversaire le plus malveillant, le plus offensif, qui est la République islamique d'Iran. Mais je pense que la République islamique d'Iran, à la fin de ce conflit, va certainement sortir plus affaiblie qu'après la guerre des 12 jours. Mais je pense également que l'État d'Israël pourrait également demander un arrêt des opérations d'ici quelques semaines, voire quelques jours. Puisque le dernier conflit a duré 12 jours et on sait que très concrètement, les Israéliens étaient en difficulté et que la population israélienne, c'est un tout petit territoire en fait, Israël. Donc même s'il y a une efficacité patente des défenses antiaériennes israéliennes, peu à peu, pour plein de raisons, cette guerre d'attrition entre les stocks offensifs des Iraniens et les stocks défensifs des Israéliens et également des Américains, c'est là où on verra s'il y a une vraie bascule et qu'à un moment donné, les munitions qui sont lancées par les Iraniens commencent à ne plus être arrêtées. Alors en l'état, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a quand même une baisse des alertes sur l'État d'Israël. Donc on pourrait considérer qu'il y a peut-être une baisse du nombre de munitions à disposition des Iraniens, mais on peut également penser que les Iraniens sont peut-être en train de se concentrer sur les pays du Golfe, qui sont vraiment le maillon faible de cette coalition. Les Iraniens se concentrent sur le maillon faible de la coalition, à savoir les pays du Golfe. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Hervé Carrès, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter, de le partager et de le liker, comme on dit. Merci à tous et bonne soirée.